le Avro-Shackleton. À la fin de 1946, le Coastal Command de la Royal Air Force avait été réduit à une force de moins de 50 avions, répartis en 8 squadrons, accompagnés d'une unité météorologique et de 2 unités de reconnaissance photographique à longue distance. Le commandement était divisé entre le groupe 18, dont les quartiers généraux se trouvaient en Écosse, et le groupe 19 du Devon, ainsi qu'avec le commandement d'Irlande du Nord et du Central Photographic Establishment de la base de Benson. Skipper's coming aboard, right? So he is. Parmi ces missions, la reconnaissance météorologique au-dessus de l'Atlantique était considérée comme d'importance majeure pour les prévisions météo. Les avions utilisés étaient des Handley Page Halifax, vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Les escadrons de reconnaissance photographique effectuaient des missions de surveillance avec des Spitfire, des Mosquito et des Lancaster. L'escadron anti-sous-marin, après que la RAF ait rendu ses Liberators aux USA en raison des termes des contrats Lend-Lease, était composé de Sunderland et de Lancaster, disposant pour la plupart d'équipements datant de la guerre. Tout ceci se déroulait dans une période durant laquelle les Soviétiques s'engageaient dans un programme d'extension massive de leurs forces sous-marines et de leur flotte de surface. Il y avait donc un besoin urgent de doter la RAF d'un avion de reconnaissance maritime moderne à long rayon d'action. Le Lincoln, construit par Avro, était l'un des prétendants pour le rôle. Cet avion était très proche du Lancaster puisqu'il en était directement inspiré. Cependant, à contrario du Lancaster, ce ne fut pas un avion couronné de succès. Le brillant ingénieur en chef d'Avro, Roy Chadwick, rejeta donc le Lincoln pour remplir ses missions. Selon lui, cet avion avait des lacunes en termes de performance, d'équipement et de confort pour l'équipage, indispensable pour un avion devant tenir l'air pendant de nombreuses heures.
À partir du Lincoln, un nouvel appareil fut conçu qui allait servir la RAF pendant 40 années. Le Avro 696 répondait à la spécification de l'Air Ministry R5-46. Ce nouvel appareil bénéficiait de nombreuses innovations propres au Lincoln, comme le fuselage et son train d'atterrissage, et gardait un air de ressemblance avec le Lancaster. L'empennage était différent, passant d'une position intermédiaire à une position haute, avec un agrandissement des surfaces verticales. Le nouveau fuselage était plus large, plus haut et plus long que celui du Lincoln. Il disposait de 2 moteurs Rolls-Royce Griffon 57 de 2450 chevaux et de 2 Griffon 56, tous les 4 équipés d'hélices DH hydromatiques à 6 pales. Fait unique, ces hélices étaient contrarotatives, une première sur un avion quadrimoteur. Le Avro 646 était aussi remarquable parce qu'il était le plus gros avion britannique de son époque. Une foule de badauds s'était massée à Woodford par la froide et humide matinée du 9 mars 1949 pour voir J.H. Jimmy Orell, le chef pilote d'essai d'Avro, faire décoller le prototype pour la première fois. Il ne pouvait imaginer que cet avion serait toujours en première ligne avec la RAF plus de 40 ans plus tard. Le premier vol du prototype n'a duré que 33 minutes, après lequel Jimmy Orell rapporta que l'avion volait très bien et était aussi agréable que ses prédécesseurs Lancaster et Lincoln. Après quelques ajustements mineurs, l'avion effectua un second vol de 45 minutes. Au total, 3 prototypes furent commandés et furent immatriculés VW-126, VW-131 et VW-135. Et même avant que le premier d'entre eux ne vole, Avro avait reçu une commande de 29 exemplaires de série. Sur recommandation de Roy Chadwick, l'avion reçut le nom de Shackleton, d'après le grand explorateur anglais Sir Ernest Shackleton. Les premiers avions de série seraient donc dénommés Shackleton GR1. Malheureusement, ce grand ingénieur disparut tragiquement lors du vol d'essai du prototype du Tudor II, qui s'écrasa à Woodford le 23 août 1947. Il ne put donc voir voler une autre de ses créations, le Avro 968, le puissant Vulcan. Le 21 avril, le premier prototype, le VW-126, s'envola du Aeroplane and Armament Experimental Establishment de Boscombe Down pour débuter les essais constructeurs conduits par les pilotes d'essai d'Avro, épaulés par leurs collègues des unités d'essai. Le deuxième prototype fut terminé à temps pour participer au salon aéronautique de Farnborough en 1949, où il fut présenté en vol par le pilote d'essai Johnny Baker. Le 12 février 1950, cet appareil rejoignit le premier prototype à Boscombe Down et fut envoyé l'année suivante au Soudan pour les essais par temps chaud. C'est lors de son vol retour qu'il subit une collision avec un volatile qui détruisit totalement son radome de nez en perspex et qui endommagea le système d'armes. Un événement qui aura des effets sur les versions ultérieures du Shackleton. Le premier et le deuxième prototype disposaient de nacelles contrôlées à distance qui emportaient chacune un canon de 20 mm et une tourelle de queue disposant de 2 mitrailleuses calibre 12,7 mm. Mais dès les premiers essais en vol à Boscombe Down, elles furent déposées. Lorsque le troisième prototype, le VW-135, apparut pour son premier vol, le 29 mars 1950, il était très proche du standard de série et effectua ses vols de développement à Woodford, avant de rejoindre Boscombe le 4 juillet 1950 pour les essais officiels. Le besoin urgent de Shackleton pour remplacer les Lancaster servant de palliatif dans le Coastal Command jusque-là
obligea à accélérer la production. Et finalement, la première machine de série vola pour la première fois le 28 mars 1950, la veille du premier vol du troisième prototype. Les premiers Shackleton entrèrent en service en février 1951 dans l'unité de formation opérationnelle du Coastal Command à Kinloss, en Écosse. Et le premier squadron, le Squadron 120, également stationné à Kinloss, reçut ses premiers avions le 30 mars 1951 pour commencer la transition du Lancaster au nouvel appareil. Les avions de la deuxième série eurent les nacelles extérieures élargies pour recevoir le Griffon 57 à la place du 56A. Deux nouvelles bases de Shackleton furent établies à Sentinel en Cornouailles et Ballykelly en Irlande du Nord, tandis que d'autres unités furent stationnées à Saint-Maugan, Aldergrove et Gibraltar, en plus de Kinloss déjà cités. Un certain nombre de problèmes apparurent au tout début de la carrière du Shackleton, et une deuxième version de la spécification R546 fut publiée le 3 juillet 1950. Avro reçut la mission de reconstruire le premier prototype pour convenir à l'aérodynamique de la version MR2. Sous cette nouvelle forme, cet avion s'envola le 19 juillet 1951. Les modifications consistaient en un nez complètement redessiné et allongé, dans lequel les versions ultérieures emporteraient 2 canons de 20 mm et une cabine avant façon mitrailleur de nez. La partie arrière du fuselage fut allongée en une forme conique et un radome factice fut installé juste en arrière de l'aile. Le train d'atterrissage à roues jumelles fut monté et des améliorations furent apportées au système de freinage. La roulette de queue reçut un système de verrouillage. Alors que le travail de conversion débutait sur le prototype aérodynamique, un des fuselages de MR1A fut prélevé des chaînes d'assemblage et complété comme prototype MR2. Cet avion, complété avec son armement et son radar anti-sous-marin, fit son premier vol le 17 juin 1952 et les essais officiels commencèrent à Boscombe le mois suivant. Le MR2 n'était pas considéré comme un nouveau modèle et fut livré au squadron à la suite de leurs Shackleton originaux. Le premier des MR2 entra en service avec le Squadron 42 de Sentinel le 16 janvier 1952. Mais l'unité découvrit que cette nouvelle version était très différente des avions précédents. Il fut décidé de standardiser la flotte en une seule version. Cependant, les rouages officiels de décision étaient bien grippés, et ce ne fut pas avant 1954 que les changements sur les avions débutèrent. En 1954, 5 squadrons volaient sur Shackleton MR1 ou MR1A, numéros 120, 206, 220, 240 et 296, et 6 sur MR2, 37, 38, 42, 204, 224 et 228. La première apparition en masse de Shackleton se produisit lorsque 18 avions volèrent en formation serrée au-dessus de Buckingham Palace pour les célébrations du couronnement de la reine en juin 1953.
Le Shackleton s'avérait un excellent avion et les divers squadrons étaient très occupés par les nombreux exercices organisés par l'OTAN ainsi que par de nombreux voyages un peu partout dans le monde. L'avion pouvait être facilement entretenu par ses équipages et beaucoup de pièces de rechange être emmenées à bord grâce à son fuselage volumineux. Les Shackleton basés à Gibraltar couvraient la zone méditerranéenne et avaient la possibilité de se déployer rapidement en Extrême-Orient en cas de besoin. Un certain nombre de MR2 étaient utilisés par l'unité de développement des systèmes de combat anti-sous-marins pour de nombreux essais, dont celui de l'installation d'une perche de détection magnétique dans la queue de l'appareil. D'autres essais portèrent sur l'emport de leurres et de lancements d'armes, dont certains furent couronnés de succès, tandis que d'autres échouaient.
Le Shack disposait de nombreux systèmes anti-sous-marins, principalement le radar. Il est entré en service avec le radar. Il reçut plus tard un truc nommé Autolycus, qui était un détecteur de gaz d'échappement. L'idée était de voler à très basse altitude au-dessus de l'océan, en fonction des conditions météo, et de détecter le monoxyde de carbone qui s'échappait d'un sous-marin en plongée au schnorkel. Et vous pouviez en déduire alors que la menace était celle d'un sous-marin conventionnel et pas d'un sous-marin nucléaire, car les sous-marins nucléaires n'émettent aucune trace de monoxyde de carbone. En plus, le Shackleton dispose d'un système de bouées acoustiques sous-marines qui sont larguées selon un schéma tactique. Les bouées passives sont supposées recevoir le son émanant du sous-marin en plongée, et les bouées actives émettent un bruit acoustique, un ping, et perçoivent l'écho de ce son sur le sous-marin. Avec ces bouées, l'idée était de localiser le submersible et de procéder ensuite à l'attaque. L'installation d'un radeau de survie aéroporté pour les missions de secours en mer fut aussi étudiée, et un MR2, équipé d'un radeau de survie SARO MK3, fut présent au salon de Farnborough de 1953. Cependant, l'équipement Lindholm, emporté dans la soute à armement, lui fut préféré, et le radeau de survie ne fut jamais utilisé opérationnellement. Il y avait un certain nombre de MK2 modifiés, car le radeau de survie n'entrait pas directement dans la soute à bombe. Il était trop grand et il a fallu modifier les portes de la soute. Ainsi, on ne créait pas trop de traînées lorsqu'on transportait le radeau de survie aéroporté. Mais il fut abandonné vers 1954-55 au profit des équipements Lindholm, qui était à la base un dinghy multiplace gonflable au contact de la surface de l'eau, disposant de 2 conteneurs de nourriture et d'eau, tous réunis par quelques dizaines de mètres de corde. Ces 3 conteneurs pouvaient être installés dans la soute à bombe du Shackleton et être largués à une altitude de 140 pieds et à une vitesse de 140 nœuds, avec un peu d'entraînement afin de s'assurer qu'aucun des naufragés ne puisse être touché au moment du largage. Au début des années 50, nous nous sommes intéressés à d'autres utilisations, faire autre chose avec cet avion. Et le MK3 fut développé à partir de ces réflexions. Ce n'est pas la RAF qui conduisit au MK3. Il était le résultat d'un intérêt des Sud-Africains. Je me souviens de Joe Remington, de moi-même ainsi que d'autres membres de la compagnie à l'hôtel Midland avec l'armée de l'air sud-africaine, faisant les premiers croquis du MK3 à l'arrière des menus du restaurant. C'est souvent la manière dont la plupart des avions sont conçus, les meilleurs dessins étant plus tard repris par les bureaux d'études. La longueur des vols dépendait de la mission de l'avion. Les sorties opérationnelles à longue distance dans les premiers temps pouvaient durer parfois de 15 à 18 heures. Quand le MK3 entra en service, il y a eu une démonstration à Farnborough au début des années 60. Avec un MK3 qui décolla vers 15 heures
et resta en l'air 24 heures en mission autour du golfe de Gascogne. Et revint à 15 heures le lendemain dans l'espoir d'impressionner les clients potentiels et de décrocher des ventes à l'export. Généralement, la durée moyenne d'une mission maritime était plutôt de l'ordre de 8 à 9 heures. Et quand nous sommes passés aux missions d'alerte aéroportée, Airborne Warning, la durée moyenne était sans doute un peu plus courte, 7 heures environ, généralement liée à la disponibilité des chasseurs avec lesquels on s'exerçait. La durée maximale, comme je l'ai dit, était de 24 heures pour le Mk3, 18 pour les premiers Mk2 non modifiés, et en mission d'alerte aéroportée, la plus longue mission que nous avons faite était quelque chose comme 13h45, je crois. Ce fut mon vol le plus long sur Shackleton AW. En termes de distance, la vitesse de croisière était de l'ordre de 150 à 160 nœuds, donc on pouvait couvrir quelque chose comme 3200 km. La distance de convoyage était juste un peu plus élevée. Coming in, parking off. Formation down middle land. Rockfist, roger. Surface wind is 240, 10 to 15 knots. We've got a headwind of 16 knots and a crosswind from the right of 6. Charlie left 350. Oscar Charlie, descent 2,500, correct from 1,500 feet. QC 25 is 998. I'll position you towards about a 3-mile base length. Report if you get the field in sight. Oscar Charlie, sir, 998 and down to 1,500 feet. Oscar Charlie, do you anticipate any problems landing? I wouldn't have thought so, sir, no. Heading of 075 for the downwind left. Right, 075, and in fact, for visual, I'm happy to continue visualing. 50 miles on the 225 now from Newton, 224. 115, yeah, I'm happy with that, thanks. Yeah, aiming towards 10 there. Position visual downwind left, sub 15 and continue to descend to 1,500 feet, GFC. 740 Bravo, turn right under heading of 025. Right heading 025, 740 Bravo. 1370. Inverness, Rocket 8, direction Lottie Mouth, Rocket 85, back with you. 85, Lottie, you're landing clear. Just confirm you now for radar recovery. Another 2 minutes. We'll call in about 10 minutes. We're, for information, 1,500 feet on 10 tires, 25, and about 6 miles north of Inverness. Rockfist 85, Roger, squawk ident. Ident 85. Squawking. 55 identified radar information service. Traffic northwest to range of 5 miles, heading northwest, no height information. Under radar information, Rockfist 85. Gas compressors. Okay, just to be overhead in the Gordon at the Comedy Camp. 85. Gas compressors now in the 2:30, just behind that ship. Is that the thing, yeah, the big building over? Police climbing up to turn back to home. Hello, the fuel approach checks, please. Landing brief. Okay, tap over. All port. All off. One doors. Close back. Turbos. 1025, 1,000 on the left. Right. Minus 10. Minus 5. Safety hood. 3,800 feet. Compasses. I've got 1 to 3, 3 on 1s. 2 degrees, heading 288. Slightly right of centre line on glide path, heading 288. Miles, Rockfist 85 to overshoot. Rockfist 85, fire clearance to lake, continue approach. Turn left 3 degrees, heading 285. Slightly right of centre line, slightly below glide path. 1 port drift. 3.5 miles, slightly right of centre line, correcting slowly, heading 285. Slightly below glide path. Escape heading is 275 for Alness. Dingwall, are you calling Rockfist? Roger, how do you signal? Got it. Captain, keep the packs in the tail, please.
Right heading 025, 745. Stansted radar, Rockfist formation. Rockfist formation, check in. You're loud and clear. Stansted radar, Rockfist formation. Clear. ILS, we will report established. Stansted radar, Rockfist formation. Good afternoon. Rockfast formation, identified on transfer. Can you just confirm your next turning point? We're going to Boxted next, are we? We are coming up to Boxted, a straight run into Fairlawn. Stansted from Rockfist. We are going to Boxted for a straight run into Fairlawn. 50 miles on the 225 now from the 224 road. 115, yeah, I'm happy with that as well, thanks. 285, that's online. Rockfist 80, VFR departure to the west is approved, not above 1,200 feet. Report clearing the Sparsley 1010, transition level 35. 80, roger. Pendant la période 1955-1956, toutes les tourelles dorsales furent enlevées pour donner un peu plus de place aux équipages pour l'emport d'équipement. Les équipes d'ingénieurs d'Avro à Chadderton ont continué à rechercher comment améliorer le Shackleton et ses performances. En 1954, ils ont commencé à travailler sur la version MR3. Un train d'atterrissage tricycle fut installé pour améliorer la tolérance de l'avion au vent de travers au roulage. Et la conséquence fut le raccourcissement de la soute à armement afin de laisser la place au compartiment du train avant. Un nouveau cockpit avec des panneaux de vision latérale fut installé et on lui ajouta des réservoirs de carburant en bout d'aile. Ces modifications augmentèrent la masse maximale au décollage de l'avion, mais le carburant supplémentaire lui donnait une autonomie supérieure à 24 heures, tandis que le confort de l'équipage était nettement amélioré. Le prototype du Shackleton MR3 vola pour la première fois depuis Woodford le 2 septembre 1955. Malheureusement, sa maniabilité était insatisfaisante, en particulier le décrochage, qui posait beaucoup de problèmes. Lorsque le MK3 est sorti, c'était un avion vraiment différent. Et je suppose qu'il était toujours appelé Shackleton pour éviter les objections du Parlement pour la construction de nouveaux avions. Bien qu'il ressemblât beaucoup au Shackleton, il était bien différent en termes de section de fuselage, de longueur, d'envergure et bien sûr, son aile était toute nouvelle. L'aile utilisée par le MK3 était la même que celle de l'Armstrong Whitworth Argosy. Mais la différence principale était la roulette de nez et les freins hydrauliques. Car du coup, nous avions résolu les soucis d'atterrissage d'un quadrimoteur à roulette de queue et surtout réussi à contrôler l'engin au sol. La roue de nez donne une bien meilleure stabilité au sol et les freins hydrauliques sont plus satisfaisants que les freins pneumatiques. Le MK3 comportait son lot d'innovations, comme le max arrêt sur les freins du train principal et le contrôle de la roulette de nez, sans parler de la meilleure visibilité. Donc un grand nombre de problèmes ont été résolus. L'arrivée du Nimrod en service le 1er octobre 1969 et ses livraisons aux escadrons était le commencement de la fin pour les Shackleton MR3. Selected 04, die 4, 3-1. Radar, yes, that's the contact is. Okay, submarine on the surface, it's 230 at about 6 knots. We'll give you an ident. Pilot are tracking. Roger. Do you want cameras? Completely target. Affirmative, 12-inch lens, port side. Stand by. Do you want any low-fi in the water? Wait. See what it is first. Roger. Now, MAD is running. 6 calls for the MAD captain. Camera team ready. Won't be an MAD. Air brakes. Got 2 miles to run, camera. We'll mark it with a buoy, okay? Okay, it's Tango.
impression that it's a Foxtrot. Okay, it's coming up to you. Drop the buoy. Now, camera, now. 9-6 has gone. 5 shots taken. 1000 at 5.6. 3 shots. 5 value 18. La question qui se pose est pourquoi l'Air Force n'a pas modifié ses MK3 en avion radar plutôt que les MK2. La réponse est que quand le Shackleton entra en service dans la RAF en tant qu'avion d'alerte, il ne devait être opérationnel que pour 4 ans avant que ne soit acheté un tout nouvel appareil appelé à remplir cette mission. Et bien sûr, ça ne s'est pas passé du tout comme cela. Alors que nous pensions à une carrière initiale de 4 ans, il était plus économique de convertir des MK2 qui avaient subi un récent chantier d'entretien que de convertir des MK3 qui n'avaient pas été modifiés et qui nécessiteraient une mise à jour plus importante pour être convertis. Il était donc plus économique de convertir les MK2 plutôt que les MK3. Et ce sont donc les MK2 qui furent transformés et qui sont restés en service 19 ans et demi comme avions radar. Ils ont subi 2 chantiers de rénovation pendant cette période. Les divers problèmes rencontrés sur les MR3 furent ensuite résolus avec le premier exemplaire entré en service au 220e Squadron à Sentinel le 30 août 1957. 4 squadrons reçurent des Shackleton MR3 entre 1958 et 1959, numéros 120, 210, 203 et 206. Et c'est pendant cette période que fut programmée l'amélioration de l'avion en 3 phases. Phase 1, mise en service du radar ASV-32 et de divers changements d'avionique. Premier avion en service en juin 1959. Les modifications de la phase 3 comprenaient une reconstruction de la structure du MR3, car l'ajout de nombreux équipements avait augmenté la masse de l'avion et en pénalisait les performances. Le Shackleton MR2 survécut à cette dernière version. Il fut l'avion choisi en 1971 pour répondre aux besoins britanniques d'un avion d'alerte avancé destiné à contrer les intrusions dans l'espace aérien du Royaume-Uni. 12 avions furent convertis en Shackleton AEW2 à Woodford le 30 septembre 1971. Les changements sur l'avion comportaient l'ajout d'un radar AN/APS-20 monté dans un radome ventral adopté du Farragut AEW3 et une mise à jour complète des équipements embarqués.
Le Shackleton était assez difficile à piloter, particulièrement pour un gars formé sur des avions plus modernes. Le challenge le plus délicat était l'atterrissage. Si vous n'aviez aucune expérience du train classique, c'était un choc d'arriver sur Shackleton et d'essayer de poser cet imposant avion 3 points avec cet énorme nez dans votre champ de vision, et en plus par vent de travers. D'un point de vue de pilote, si vous aviez compris comment le poser, le reste était facile. On avait de la chance sur le contrôle en lacet, car nous avions le double de capacité sur le palonnier nécessaire, même si on perdait 2 moteurs du même côté, donc pas de souci pour contrôler l'avion dans ses marges de vitesse, qui sont en effet bien différentes de celles des jets modernes. L'avion était assez lourd en profondeur et aux ailerons. Et en fait, pour faire virer cet avion, il fallait mettre beaucoup de pieds en plus des ailerons. Encore une fois, c'est une technique assez ancienne et plus nécessaire sur les avions modernes. N'étant pas pilote, je ne peux pas vraiment vous dire comment ça se maniait, mais j'en ai entendu parler en différents termes, comme la reine du ciel, le cochon volant, pas de contrôle en dessous de 50 pieds en finale. Mais je pense en général que c'était un avion qui ne pardonnait pas, ce qui a été démontré dans un certain nombre d'occasions, mais qui était en fait associé à un problème mécanique majeur, notamment de moteur. Je pense qu'il était bien mené par les pilotes. Ils ne faisaient pas souvent d'erreurs. Mais je pense aussi que quelquefois ils ont oublié qu'il ne fallait pas en faire. En 1964, l'escadron de Shackleton MR2 ont transporté plus de 3500 bombes pour soutenir le gouvernement d'Aden dans son combat contre les forces rebelles. Dans ces combats, les forces d'attaque principales étaient constituées de Hawker Hunter du Squadron 8. Et il est assez ironique que ce squadron fut reformé à Kinloss le 1er janvier 1972 pour être équipé de Shackleton AEW2. Le squadron déménagea à Lossiemouth le 14 août 1973. Le Squadron 8 remplit son rôle admirablement avec ses avions affectés aux Quick Reaction Alerts pour empêcher toute intrusion d'avions ennemis dans l'espace aérien britannique.
Le Shackleton assure le contrôle des intercepteurs de la RAF, les guidant vers les cibles et les escortant jusqu'à la sortie. Le Shackleton a volé pour la première fois en 1949. Et bien sûr, pendant les années 80 et 90, il était considéré comme une véritable pièce de musée. En fait, je me souviens qu'en allant aux USA avec un Shackleton en 1986, on nous a demandé vers quel musée nous étions en train de convoyer notre avion. Il faut garder à l'esprit que le premier était arrivé en 1949 et que le dernier a quitté le service en 1991. Il y a encore des Shackleton en état de vol. Il y en a encore un qui vole, et en termes de comparaison avec les avions modernes, ces systèmes sont ceux des années 30, quand le premier Manchester vola. Donc certainement, oui, il était considéré comme déjà démodé. Mais il fascinait ceux qui le regardaient, et encore plus ceux qui volaient dessus. Un peu comme on conduit une voiture de collection. La Bentley de 1926 est difficile à comparer à une Ferrari d'aujourd'hui. Et la Ferrari d'aujourd'hui dispose de tout le confort moderne, comme l'air conditionné et des essuie-glaces efficaces à haute vitesse, alors que les voitures des années 20 ne disposaient pas d'un tel luxe. Et il en est de même avec le Shackleton. Et sa principale différence est son concept même. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des commandes de vol numériques, à la place d'un bon gros câble qui traverse tout l'avion jusqu'aux surfaces de contrôle. Le concept est donc totalement différent. C'est presque du pilotage par ordinateur. Le Shackleton, lui, est mené par son pilote et personne d'autre ne peut contrôler ce que l'avion fait. C'est un avion pour pilote, par opposition à un avion ordinateur. Et de ce point de vue, je crois qu'il était intéressant à piloter. Par leurs origines maritimes, les avions du Squadron 8 effectuaient de nombreuses missions. Et jusqu'à l'arrivée des nouveaux E-3D AWACS, les Sentry, Sentinel, les derniers Shackleton ont continué ces missions jusqu'en 1991. Les Shackleton ont été engagés dans de nombreuses missions très différentes, de la lutte anti-sous-marin à la recherche et au sauvetage, à la reconnaissance maritime, en passant par la police coloniale, le soutien aux bombardiers, le transport de troupes, mais aussi l'alerte radar avancée, et d'autres trop nombreuses pour être mentionnées.
La mise en sommeil du 8e Squadron fut une triste journée. Tout le monde savait que ça devait arriver, mais c'était une sale journée, puisque c'était leur dernier jour au service de l'ARF, en particulier pour ceux qui avaient fait d'importants efforts pour persuader ceux qui en avaient le pouvoir de conserver un Shackleton en état de vol, même comme avion d'entraînement pour le Battle of Britain Memorial Flight. Il a été décidé, ce que je pense être une erreur, de ne pas préserver d'avions en état de vol. Et je suis absolument heureux de savoir qu'il existe 4 Shackleton entre des mains privées et pouvant être remis en état de vol. 2 dans ce pays et 2 à Chypre. Et un de ces derniers a volé depuis qu'il est entre des mains privées après avoir été retiré du service. Une des choses que nous faisons trop mal dans notre aviation militaire est de conserver nos avions historiques. Ça a pris des années avant qu'on soit capable de ressusciter un Halifax de la Seconde Guerre mondiale pour avoir des avions qui ont vraiment pris part à la guerre. Oui, c'était une triste journée pour le 8e Squadron, lorsqu'il a perdu ses Shackleton. Mais la tristesse a été tempérée par la réception des E-3D Sentry, qui sont les plus modernes et les plus avancés de tous les avions radars volant à l'heure actuelle. C'était évidemment une bonne nouvelle pour l'escadron, mais il y avait quand même beaucoup de tristesse en raison du départ des Shackleton, pour lesquels beaucoup avaient de l'affection. Il y a encore des inconsolables de son départ de l'Air Force. Nous croisons juste les doigts pour que ceux qui ont acquis ces avions pour un usage civil soient capables de les maintenir en état de vol et qu'ils reçoivent toute la coopération des autorités concernées. Toutes ces missions avaient été effectuées avec un avion très efficace et des équipages très professionnels. Je ne veux pas dire que c'était un mauvais jour lorsque le Shack a été retiré du service, d'un point de vue opérationnel, car il a été remplacé par un avion bien plus performant, le Boeing Sentry Mk1. Cependant, c'était un jour plein de nostalgie. Un paquet de gars avaient passé des heures et des heures à bord du Shackleton et beaucoup avaient de grands souvenirs vécus à bord de ce vieil avion. Ce n'est pas sans tristesse que nous les avons vus s'en aller. Les équipages pouvaient bien se plaindre du bruit et du manque de confort du Shack, mais parmi ceux-ci, peu n'auront pas de frissons en entendant le son unique de ces vieux grognons de moteur. Un son qui fait partie de nous pour longtemps. Lorsque le Shack a volé pour la dernière fois, il y a eu quelques larmes. Mais pour moi, c'est arrivé un an trop tard. Si nous avions eu cet avion en service, le Sentry, un an plus tôt, ou bien même des Nimrod, eh bien le crash du Shack sur l'île de Harris n'aurait pas eu lieu. Et nous aurions eu 10 gars de plus avec nous. Et nous n'aurions pas eu cet horrible souvenir en pensant que nous avions gardé le Shackleton une année de trop.